Bonjour à toutes et tous, bonjour et merci d'avoir transplané dans ce 9ème épisode du Pince Crâne. Je suis Nox, et avec mes invités, nous allons parler de builds originaux en Commander. Mais avant tout, j'aimerais vous annoncer qu'à la suite de la demande de pas mal d'entre vous, j'ai uploadé les derniers épisodes de l'émission sur YouTube. Alors, il n'y aura pas nécessairement de contenu spécifique à cette chaîne YouTube, néanmoins, pour promouvoir cette chaîne, cette semaine, pour le concours et donc obtenir une proxy altérée feuille de votre commandant préféré, il faudra commenter la version YouTube de cet épisode. D'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner au passage. Et surtout, ne vous inquiétez pas, tous les liens seront dans la description, à la fois pour découvrir ce qu'est une proxy altérée foil si vous ne le savez pas encore, mais aussi pour être directement dirigé sur la chaîne YouTube. Maintenant, on détape ses landes, on pioche, c'est parti! Rebonjour et merci d'avoir transplané dans ce 9ème épisode du Pince Crâne. Dans l'émission d'aujourd'hui, j'accueille Burt et Tira, avec qui nous allons échanger, analyser et débattre sur le building de deck, et particulièrement de building original. Mais avant tout, bonjour à vous deux et merci d'être venus. Bonjour. Bon, les gars, vous êtes pas très loquaces là, est-ce que vous pouvez vous présenter ? Ouais, pas de souci. Alors moi je suis Burt du coup. J'ai commencé le Magic en 2017 en kitchen table à la fac puisque j'avais un pote qui avait ramené des decks et qui avait dit venez on joue à ça et on avait trouvé ça super marrant et j'ai commencé à m'y mettre. Je me suis essayé au standard et au moderne et je me suis assez vite rendu compte que dans un premier temps déjà j'étais extrêmement mauvais et qu'en plus c'était pas quelque chose qui me plaisait parce que la compétition de manière générale est pas quelque chose qui me plaît plus que ça. Et donc de ce fait je me suis tourné vers le Commander multi donc. Et ça a été une révélation pour moi le Commander parce que vraiment c'est exactement ce que je cherchais dans Magic, c'est vraiment le principe c'est de s'amuser. Alors c'est évidemment qu'on joue pour gagner parce que si déjà on joue à un jeu le principe c'est d'essayer de gagner, mais si tu gagnes pas c'est pas grave parce que t'as rien perdu en fait. Et c'était quelque chose qui me plaisait beaucoup dans le Commander multi, plus la marge de manœuvre qu'on a parce que vu qu'il n'y a pas réellement de méta entre guillemets, tu peux faire un peu ce que tu veux en termes de build et c'est entre autres pour ça que je suis là pour parler de ça. Je conclurai ma présentation en disant que j'aime un peu toutes les couleurs de Magic, mais que j'ai des affinités particulières pour les couleurs Témur. Malheureusement, il n'y a pas de commandant Témur qui me plaît, donc je suis un peu triste, mais vraiment, c'est mes couleurs préférées. Ok, et toi Tira, qui t'as eu ? Moi, je suis un joueur de Magic depuis à peu près 4 ans maintenant. J'ai commencé en 2017 quand j'étais au lycée. Je me suis mis au Commander à peu près un an après avoir commencé. Et ça fait du coup maintenant 3 ans que je fais du Commander. J'ai commencé le compétitif, le CEDH, il y a environ un an. J'ai commencé à m'y intéresser en même temps que je me suis intéressé au duel Commander. Et c'est quasiment l'unique format auquel je joue. Je fais quasiment plus de 60. Et pour les couleurs que je joue, si ça intéresse certains, je joue à peu près tout sauf du bleu parce que j'ai mis beaucoup de temps à m'intéresser à cette couleur-là. Mais avec le compétitif, ça devient un peu obligatoire, surtout en CEDH, et du coup, maintenant c'est une couleur que je joue très fréquemment. Ok, super. Bon, les présentations sont faites, on va pouvoir passer au vif du sujet. Du coup, qu'est-ce qu'un build original en Commander ? Alors moi, la définition de ce que j'appelle un build original, c'est globalement le fait de mettre de sa personnalité dans son deck, c'est-à-dire, parce que là ce que je dis c'est extrêmement vague, donc je vais un petit peu développer, c'est le fait de ne pas juste mettre les cartes les plus synergiques avec son commandant ou ne pas choisir un commandant pour la puissance de ses capacités, mais par exemple de choisir son commandant parce que l'artwork est joli, je ne sais pas, et derrière de builder autour de façon à peu près cohérente, mais pour autant de ne pas non plus tomber dans le jank. C'est-à-dire ce que j'appelle le jank, c'est quand on fait, je ne sais pas, un Grotama mono vert combo, mais où la combo nécessite 17 cartes différentes. À ce niveau-là, c'est du jank pour moi. Et le jank relève plus de la blague et du délire que vraiment du deck. Là, avec les decks que je considère originaux, c'est des decks qui essayent et peuvent gagner à leur niveau de jeu, mais qui pour autant ne sont pas build via un copier-coller d'un site internet. Ou par juste en mettant les optimisations pures. D'accord. Et toi, Tira, qu'est-ce que tu penses que c'est un build original ? Personnellement, un build original, je le définirais surtout par l'intérêt qu'a porté la personne à la construction de son deck. C'est-à-dire que un deck, même si il peut être construit avec les pièces les plus synergiques,
ou avec les pièces qui seraient les plus fortes ou quasiment que de staple. S'il y a une mécanique ou un plan de jeu ou des pièces qui sont implantées dans le deck par la seule volonté du builder et que ça fait partie d'une construction qui est originale ou qui vient de l'idée du builder, bah, ça contribue à l'originalité du pack. Même si on peut y retrouver énormément de pièces classiques. D'accord, ok. Alors, du coup, pour moi, un build original, ça se distingue sous deux aspects. Par exemple, en détournant un général, je pense par exemple à la dernière 6 qui a été éditée, qui, dans un build avec des reliquaires, elle peut aller les chercher, les faire synergiser entre eux, et bah, en fait, le commandant va être sous-optimisé, mais du coup, le build est plutôt exotique, et une autre façon de concevoir un build original serait pour moi de jouer en fait une mécanique sous-représentée. Je pense notamment à Guillaume Masterchef qui a été édité récemment au Commander 2021 qui cherche à essayer de faire des synergies avec les foods, qui est pour moi du coup une stratégie qui est pas vraiment existante dans ce qu'on peut voir en Commander. Mais du coup, en buildant ce genre de deck, à votre avis, est-ce qu'on peut arriver à faire un deck performant ? Alors pour moi, on peut tout à fait faire un deck performant, il faut juste se mettre d'accord sur ce qu'on appelle performance. C'est-à-dire que si tu veux jouer en duel ou en CEDH, c'est hors de propos, bien évidemment. Maintenant, si tu es dans un niveau de puissance entre 5 et 7, pour reprendre la fameuse échelle de la TDC, il est parfaitement possible de faire des decks dans ces eaux-là, et j'ai même plusieurs exemples dans ma decklist, dans ma liste de decks, qui sont le cas où en fait je me suis imposé des restrictions de build en fait qui ne sont pas disons qu'en fait je pense aux compagnons qui donnent une restriction de build pour avoir le droit d'être compagnon, sauf que moi j'ai pas attendu qu'il y ait des compagnons pour faire ce genre de restriction de build que je m'imposais à moi-même. C'est-à-dire que par exemple j'ai fait un Tuvasa enchantement et je me suis dit tiens si vu que c'est un deck enchantement est-ce que je mettrais pas 0 artefact dedans, et finalement c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que je ne joue même pas Sol Ring et que j'en ai pas besoin pour que le deck soit un 8. Voire même, je pense que si je me pointe à une table CEDH avec des decks pas trop performants, j'ai pas honte en fait. D'accord, mais ton exemple là, c'est plus de la sous-optimisation volontaire que de l'originalité. En fait, pour moi, ça fait partie aussi de l'originalité dans la mesure où en fait, s'imposer des restrictions, ça fait que le deck, c'est vraiment notre deck, quoi. C'est-à-dire que moi, en fait, c'est aussi pour ça que je fais des builds originaux, c'est parce que avoir juste une liste où si je croise un autre commandant qui aura fait plus ou moins la même liste, il aura la carte près la même liste, ça m'ennuie en fait. C'est quelque chose qui m'intéresse pas. Moi j'aime bien faire mes propres builds, en plus moi j'aime beaucoup builder, donc j'aime bien faire des trucs soit qui me font marrer, soit que je considère originaux, c'est-à-dire dans le sens pas très représenté. Et le fait de par exemple faire un Tuvasa avec 0 artefact dedans, de jouer un deck où il n'y a même pas Sol Ring, juste pour le flavor de la chose, c'est certes une sous-optimisation, mais de ce fait, ça rend le deck unique. Donc quand je joue mon Tuvasa, je sais que je joue pas un deck Tuvasa, je joue mon deck Tuvasa. Et pour moi, ça fait toute la différence. Moi, je dirais que la puissance que tu peux avoir avec un deck qui est original, ou sur lequel tu vas soit te baser sur, comme le disait Nox, sur un plan de jeu qui est sous-coté ou qui est justement bon, ou en partant comme avec ton idée de Sisei Shrine. Ça dépend vraiment de la façon dont je construis le deck. Je trouve que le premier exemple est beaucoup plus simple à réaliser en restant dans l'esprit original, en montant dans le niveau. Tout simplement je sais qu'avec des mauvais commandants, avec des commandants qui vont apporter une mécanique intéressante, mais qui est moins bonne ou mauvaise, c'est possible de monter jusqu'à un niveau 8. Simplement, par exemple, faire un King Macar niveau 7 qui frôle du 8. Est-ce que tu peux rappeler tu peux rappeler ce que c'est King Macar ? King Macar, alors c'est une créature mono noire qui, en fait, quand tu la dégages, tu exiles une créature et tu récupères un gold. Ouais, d'accord, je vois. De Theros, non ? Ouais, de Theros. C'est Midas en fait. C'est le Midas de Magic. Et un truc comme ça, en fait, tu peux, si tu l'abuses, tu mets des véhicules, tu le transformes en Arthos, tu l'untapes, tu peux combo avec, tu peux faire n'importe quoi.
Et en fait, sur des tables de 6, tu peux les déboîter parce que en gros, tu gères le commandant, tu gères les créatures, et tu as une omniprésence de ce genre de play sur la table quand tu le mets en place. Et c'est des trucs, voilà, où c'est des decks, tu peux les faire en partant d'une mécanique qui est mauvaise. Tu vas rentrer plein de cartes qui font fonctionner ta mécanique. Tu vas rentrer des cartes qui sont très bonnes. Je veux dire, autour, tu vas rentrer du Dark Ritual, tu vas rentrer de la Phyrexian Arena, tu vas rentrer des staples du noir. Et au final, tu peux avancer jusqu'à une table de 7 et t'as aucune raison de rougir parce que ton deck, il va avoir une gestion qui est intéressante, il va avoir une avancée qui est intéressante. Mais t'es un peu obligé de passer par les staples en fait. Donc du coup, dans ton exemple là, c'est le commandant et la mécanique qui est originale, mais pas les slots en fait. Pas les cartes dans les 99. Oui et non. C'est-à-dire que là, t'es obligé de rajouter une proportion de cartes qui vont pousser la mécanique de ton commandant. Mhm. Mais t'es aussi, si tu veux avancer dans le niveau, moi je me suis retrouvé obligé de rajouter juste du good stuff en fait de la couleur. D'accord. Qui est carrément en dehors de la mécanique de ton deck en fait. Bah, ça dépend ce que t'as. Ouais, oui, c'est en dehors de la mécanique, mais après c'est la construction de deck en fait qui veut ça. Oui, ouais, un staple pour piocher par exemple. Ouais, tout simplement. D'accord. Mais moi, après, là où je suis pas. Enfin, je comprends ton point de vue, mais en fait, moi, la définition de build originale que moi je donne, c'est surtout celle où c'est le deck qui est plus original, pas forcément le commandant. C'est-à-dire que oui, avoir un commandant original, effectivement, ça fait un deck original aussi. Surtout, plus tu montes dans le niveau, plus les commandants originaux vont être justement originaux, parce que on les voit moins. Parce que je pense que des Makars en 4 ou en 5, t'en vois peut-être plus qu'en 7 ou en 8, j'imagine. Après, je t'avoue que j'en ai pas vu perso du tout, donc je ne sais pas, mais j'imagine qu'en 7 ou en 8, t'en vois moins souvent. Parce que justement, on est plus centré sur les mêmes commandants régulièrement. Mais moi, par exemple, en tout voit ça, clairement, le deck en 8, j'ai à m'en manger honte, parce que oui, je joue aussi les bonnes cartes dedans. J'ai décidé de me mettre la restriction de build de pas mettre d'artefacts, mais ça m'a pas empêché de mettre des bonnes cartes, en fait. C'est-à-dire que j'ai quand même mon Stony Silence, j'ai quand même ma Smothering Dive, j'ai quand même plein de très très bonnes cartes. Et ça, l'un n'empêche pas l'autre, en fait. Mais en quoi dans un deck Tuvasa ne pas jouer d'artefacts, c'est gênant? En fait, c'est ça en fait. C'est justement parce que ça ne l'est pas que j'ai décidé de pas le faire. J'ai l'impression que c'est pas gênant. Ça me rappelle une conversation d'une ancienne émission avec Matt de MTGQ où on parlait du coup de la salt list et en fait on s'était rendu compte que si on enlevait les cartes de la liste du sel qui est sur EDH Rec, on se rend compte qu'en fait nos decks avaient très peu de changements, entre 3 et 7 slots en moyenne. Et au final, nos decks tournaient quand même et ils étaient pas si dévalués que ça. Au final, j'ai l'impression que tu fais un peu la même chose avec les artefacts. Tu as juste choisi de les enlever et au final, tu arrives à faire un deck qui tourne mais sans les artefacts, tout simplement. Mais après, c'était pas une volonté de retirer certaines cartes précises. C'est juste qu'en fait, je me suis dit, tiens, c'est un deck enchantement, ce serait marrant juste pour le flavor de jouer aucun artefact. Si je m'amusais à build ça. Et effectivement, au niveau de la rampe, j'ai fini par me retrouver, pas tellement coincé que ça parce que j'ai accès au vert, donc finalement, c'est pas si problématique que ça. Mais je veux dire, j'ai eu, par réflexe, quand j'ai construit ma liste, j'ai quand même mis Sol Ring dedans. Et après, je l'ai enlevé en me disant non, c'est dit que je jouais pas d'artefact. Et ça fait vraiment, en fait, quand tu as des réflexes de build, de mettre toujours systématiquement Sol Ring, Arcane Signet et autres, ça te fait réfléchir et essayer de trouver des remplacements et des slots et quoi que ce soit. Et alors oui, par exemple, par rapport avec les cartes de la salt list, c'est un peu le même point. Et sauf que l'objectif n'est pas nécessairement le même parce que moi, j'ai pas de but précis à ne pas jouer d'artefact, mis à part le challenge du build en fait. Alors moi, je digresse un peu, mais moi, typiquement, si demain je devais build Tuvasa, qui a comme CCM les couleurs de Bant, on est d'accord ? Oui, elle coûte vert, blanc, bleu, en effet. Moi, je jouerais absolument pas Sol Ring dedans, tout simplement parce que Sol Ring me permet pas de cast Tuvasa. Mais bon, c'est une petite digression, mais je trouve que les gens ont une facilité à rentrer Sol Ring parce que c'est hyper fort, hein, je dis absolument pas le contraire. Mais pour le coup, je suis pas sûr que dans ce genre de build, ça soit hyper optimisé. Tu vois, c'est pas tout à fait comparable, mais ça me fait penser un petit peu à Lotus Joaillier, en fait, qui, à partir du moment où il ne permet pas de casse ton commandant, tu ne le mets absolument pas, quoi. Oui, non, je suis d'accord avec toi sur le principe. Le souci, le truc, c'est que, évidemment, quand j'ai décidé de faire Tuvasa sans artefact,
J'ai pas choisi mon deck au hasard non plus, c'est-à-dire Oui, que je me doute bien. j'ai pas commencé à vouloir build, j'en sais rien, Zakama sans mettre Sol Ring dedans, si tu veux. Ouais. Encore que Zakama ça irait, mais D'arrêter sans artefact, par exemple. Ouais. oui, voilà, là on commence à, là c'est du junk à ce niveau-là pour moi. Tu vois. D'accord, ok. Et Parce qu'il faut que le deck, encore une fois, c'est ce que je dis, pour qu'un deck soit original et pas junk, il faut que le deck puisse essayer de gagner en fait. Parce qu'un Daretti sans artefact, tu passes ta vie à discard ou à la limite tu fais un deck mono red wheel. Bon, ça peut être marrant, mais il va pas se passer grand chose pour toi dans la game, quoi. Même pas au final, parce que en fait, en fait, la question qui est plutôt à se poser, c'est est-ce que ton deck c'est un deck d'Areti ou est-ce que c'est un deck mono red wheel? Parce que si tu joues d'Areti sans artefact et que tu te sers juste de sa capa de défausse, enlève d'Areti. Non, mais effectivement, c'est là où on part. C'est là effectivement où on part dans le junk. Dans les builds un peu spicy que j'ai fait, il y avait Korvold que je voulais jouer, mais mon groupe de jeu avec qui je voulais le jouer jouait plutôt bas niveau, et du coup je m'étais restreint, où je me suis dit que les seuls trucs que je sacrifierais, ça serait soit des indices, soit des foods, soit des trésors. Et du coup j'en suis revenu à sortir des cartes injouables, des anti-bêtes qui coûtent 5 en rituel mais qui posent un food, des trucs un peu comme ça. Et au final, je me suis rendu compte que le commandant en lui-même était tellement puissant que j'arrivais quand même à faire une partie excellente, même en rentrant des cartes qui étaient abusément chères. Mais ça, après, je pense que le problème, il vient vraiment de Korvold à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a des commandants que tu pourras les build comme tu veux, ils seront forts parce que ils affectent tellement la manière dont tu joues à Magic par défaut avec leur capacité. Mais je pense à Tulane également. Tulane, tu peux le faire à tribal chèvre, que le deck sera correct en fait. Parce que le mec fait de la draw engine et de la rampe en permanence. Et il est juste aberramment puissant, c'est la même chose. Mais justement, je pense pas que ça soit un problème. Je pense que justement, un commandant qui a un haut potentiel, tout ce qui est Atraxa et toutes ces choses-là, en fait, il demande juste aussi à être sous-buildé en fait, pour devenir des builds originaux. Et au final, on va se retrouver avec des Atraxa, des Korvold qui se retrouvent dans des tables avec des power level plutôt bas. Et malheureusement, ils souffrent un peu de leur popularité, c'est-à-dire que tu risques de prendre une target juste parce que tes opposants aiment pas la gueule de ton commandant, mais au-delà de ça, c'est leur potentiel demande juste à être contourné, et moi je trouve que ça ouvre énormément de builds, et j'invite vraiment les gens à essayer. Korvold, c'est une carte qui est assez intéressante aussi sur ce point-là, parce que c'est typiquement le genre de carte que tu peux build un peu n'importe comment, comme disait Bird juste avant, dans le sens où tu peux jouer un Korvold en compétitif, tu peux jouer un Korvold sur une table très basse, par exemple avec ton choix Nox de n'utiliser que des indices, des trésors et des foods. Ou le tribal aussi sur Korvold qui est très drôle. Ouais, t'as plein de mécaniques que tu peux utiliser sur Korvold qui marchent bien parce que la carte est très forte. Et Korvold, c'est aussi un très bon candidat justement pour faire des decks originaux, tout simplement parce que il a un potentiel en fait. Et la force qu'apporte ton commandant, la stabilité qu'apporte ton commandant sur le deck, parce que Korvold c'est une carte qui, déjà, c'est une grosse créa en fait. En plus, il te fait une très bonne draw. Il te permet de faire des choses autour. Donc c'est les points que t'apporte la carte. Et en fait, quand tu réfléchis, tu te dis bon, je veux faire un deck, sauf que j'ai envie d'utiliser une façon de gagner qui est pas forte. Ça va être plus lent, ça va me demander plus de ressources. Quel est le truc principal qu'il me faut pour compenser ma perte de vitesse et pour compenser ma perte de ressources? Le premier truc qui te vient en tête, c'est il faut que je pioche. Et Korvold, il fait ça en fait. Il fait super bien. Et en plus, il le fait sur une mécanique qui est très forte, entre guillemets, mais qui est pas très forte. Enfin, je veux dire, le sacrifice, c'est fort, mais c'est fort si tu veux le faire fort, comme tu disais. Ouais, c'est ça. On revient au truc de je peux le faire avec des trésors ou des foods ou des trucs comme ça, et puis au moment où tu poses ton Dockside, tout le monde pleure. Mais ce genre de choses, c'est faisable. Et justement, Korvold, il a cet avantage-là, en fait, de t'apporter la draw qui manquerait à un deck
avec un deck qui est limité dans sa puissance, Mm. qui te permet justement de tenir face à une table d'assez haut niveau au final. Puisque bah, par exemple, il y a quelques temps, je réfléchissais à monter un Corvold Voltron, justement, Mhm. parce que ça nous fait kiffer en fait de faire des Voltrons. Donc en Voltron avec Corvold, en essayant de tuer au dégâts de commandant, et avec 21 blessures pour chaque joueur. Mhm. Et le problème, entre guillemets, que moi j'avais avec Corvold, c'est que justement, comme la carte est très forte et que j'aime bien quand même pousser mes decks un peu au max, même en essayant de le faire Voltron, tu te retrouves avec une carte qui est très forte, qui te fait une bonne CA, qui est bah, quand même un gros truc qui vole. Ça tatane vite, ça tatane fort, et ça fait piocher. Hmm. Du coup, si on se dit juste, je vais le jouer Voltron, vous pouvez le jouer 7, voire 8. C'est un des rares commandants qui marche en 8, avec comme objectif de faire 21 blessures de commandant à chaque adversaire. Parce que bah, c'est juste une très très bonne carte. Et à côté, bah, tu peux te dire, ok, je me dis que j'attaque pas avec Corvold parce que ça va pas bien marcher, même si c'est très tentant, ou ce genre de choses. Mhm. Et tu vas juste utiliser sa capa de draw pour alimenter un deck qui va être de niveau 7 ou 6, parce que tu vas sacrifier d'autres trucs autour. C'est typiquement le genre de truc qui est très flexible. D'accord. Alors, du coup, à contrario, en commandeur 2020, de l'année dernière, avec les commandants qui étaient sortis en même temps que Ikoria, Wizard a essayé de faire des commandants qui reprenaient des mécaniques. En tout cas, c'était des commandants très orientés. Mais qui lançaient des mécaniques qui n'étaient pas nécessairement beaucoup vues. Je pense notamment à la commandant Cycling. Je pense aussi peut-être à Catril, qui était clairement un commandant Voltron, mais qui jouait avec le cimetière. C'était quelque chose qu'on n'avait pas vu depuis Mimoplasme. Cette orientation-là, vous en pensez quoi? C'est-à-dire qu'a priori, c'est des commandants qui sont plutôt fermés, mais qui apportent des mécaniques à des groupes de jeu qu'on voit rarement au final, non? Bah en fait, moi j'aime beaucoup le fait qu'il y ait de la variété dans les préconstruits en fait. Typiquement, je veux dire, par exemple, tu prends le deck recyclage, parce qu'on en parlait juste, je t'en parlais à l'instant. Le commandant principal, Gavi, elle est sympa pour faire un deck recyclage pour ceux que ça intéresse. Moi, honnêtement, le recyclage, c'est une mécanique que j'aime bien avoir sur mes cartes. De faire un deck autour de cette mécanique, honnêtement, personnellement, ça m'intéresse pas. Par contre, les partenaires qu'il y avait dans le deck, Chabraz et Bralin, bon, mis à part que c'est un requin volant, et il y a quoi de plus cool qu'un requin volant dans ta commande zone? Sûrement pas grand-chose. Deux requins volants. Oui. En fait, le truc, c'est que les commandants là, ils sont extrêmement forts dans les decks wheel. J'avais fait un deck wheel à base de Chabraz et Bralin, justement, et j'étais obligé de le pumper un tout petit peu pour passer en CEDH parce que je roulais trop sur mes tables à chaque fois, en fait. C'est un excellent deck de trop de CEDH. Mais en plus, oui. En Closity Combo, c'est ridicule. Non, mais bien sûr, le produit en lui-même, le produit était intéressant parce qu'au final, il ouvrait des commandants différents et qui ouvraient à plusieurs buts. Mais je parle vraiment des orientations, comment dire. J'aime bien l'idée qu'on essaie de faire revivre des mécaniques de Magic, en tout cas en commandeur, et dire, bah voilà, ce commandant-là, il peut faire tourner une mécanique. Je pense notamment au commandant couleur Sultai, Mu. Ouais, au Trémi, ouais. Non, ah non, Mu. Cadena. Cadena, tout à fait. C'est-à-dire que historiquement, les cartes Mu, c'était pas des cartes intrinsèquement très fortes. Ouais. Globalement, hein, en dehors de ce qu'ils ont sorti dans ce deck, ça se comptait vraiment sur les doigts de la main, hein, les bonnes cartes avec la Mu. Et le fait qu'ils mettent un général où il y a marqué pioche dessus, ou qui réduit les coûts de la Mu, en gros qui rend la mécanique viable dans le format, j'ai trouvé ça hyper rafraîchissant. Par contre, le problème c'est que si demain, moi je monte un deck Cadena, toi tu montes un deck Cadena, bah au final on va bien se rendre compte que 85% de nos slots ouvertes, ça va être les mêmes. Bien sûr, mais ça c'est parce que la raison à ça elle est très simple, c'est qu'en fait il y a des commandants qui justement ouvrent plus de possibilités que d'autres. C'est-à-dire que Corvold il dit quand tu sacrifies un permanent tu pioches une carte. Déjà il écrit tu pioches une carte sur le commandant. À partir de là tu as des libertés qui sont immenses. Maintenant je vais prendre un autre exemple que celui que tu as donné mais Cadena marcherait très bien aussi, c'est Arcades. Ouais. Le dragon de M19 qui permet au mur d'attaquer et qui fait draw chaque fois qu'on joue une créature avec le défenseur.
le fait est que tous les decks Arcade qui sont un minimum optimisés vont se ressembler. Parce que la mécanique n'est pas suffisamment large pour permettre de faire tellement de variétés. Le fait est que c'est pas de ça dont je parle, parce que oui, ces commandants-là, ils vont être originaux du fait que la mécanique mu, un deck mu en commandeur, t'en vois pas beaucoup. Alors oui, les decks mu, ils vont se ressembler entre eux, parce que il y a assez peu de possibilités actuellement. Mais maintenant, un deck mu, ce sera... tous les decks mu vont se ressembler, mais un deck mu, ce sera déjà quelque chose d'exotique. C'est-à-dire que le fait que dans un playgroup, tu aies deux personnes qui ont build tous les deux Kadina, ça doit être assez rare, je pense. Surtout qu'en plus, Kadina n'est pas forcément le commandeur le plus populaire de tous les temps non plus. Donc en plus, voilà. Il y a un argument par contre que vous avez avancé tous les deux. Et je crois que c'était sur ça, Nox, que tu voulais aller au début, c'est qu'est-ce que vous pensez du fait que quand ils éditent des nouveaux commandants, ça soit très centré sur une mécanique en particulier? C'était ça ton point? Non, pas nécessairement. En fait, je voulais plus vous demander qu'est-ce que vous préfériez entre un commandant plutôt ouvert à la diversité avec un haut potentiel à la Korvold, ou est-ce que vous préfériez un commandant plutôt fermé du coup, mais qui va apporter une nouvelle mécanique dans le méta? Je sais pas si c'est exactement le bon exemple, mais j'ai deux trucs là-dessus. Premièrement déjà, je me souviens que depuis... Je sais que j'étais tombé là-dessus, je sais plus exactement, peut-être que je le retrouverai, sur un Reddit, un subreddit où des gens, je crois que c'est sur MTG Commander, où en gros il y avait un truc qui avait été posté une fois, c'était qu'est-ce que vous pensez des nouvelles éditions de cartes légendaires depuis que Wizard développe des produits spécifiquement pour le Commander. Et je vais éviter de faire du hors-sujet, promis. Mais un point qui était apporté en fait, c'était que souvent maintenant les cartes légendaires, elles étaient très bonnes avec les mécaniques sur lesquelles elles étaient axées en fait. Par exemple, Gavi, si tu joues recyclage, c'est très très bon. Braline Chabraz, si tu joues des fausses, c'est très très bon. Et j'en passe parce que tous les exemples marchent en fait généralement. C'est à partir du moment où vous voulez jouer une mécanique, il y aura très très souvent un commandant pour vous, ou sinon, il va arriver. C'est un peu l'idée. Et il y avait beaucoup de gens du coup qui disaient c'est un peu dommage parce que avant les créatures légendaires dans Magic, elles existaient juste parce que le lore de Magic, l'histoire du jeu, faisait que elles étaient légendaires. Et du coup, les mécaniques étaient beaucoup moins spécifiques. C'est-à-dire qu'on avait des créatures légendaires qui étaient juste des créatures normales, avec un effet un petit peu spécial, un petit peu folichon, que les gens avaient pris et s'étaient dit ah mais je peux faire un truc avec et je vais faire mon deck Commander. Et c'est pour ça qu'au début l'Highlander ne se faisait qu'avec les dragons, parce qu'il y avait une grosse partie d'histoire et de flavor en fait dans le gameplay. Et depuis on a de plus en plus de commandants qui sont juste très très bons sur une mécanique. Et je pense que c'est un des points qui réduit un petit peu ce qu'on pourrait appeler l'originalité des packs, où maintenant, si vous voulez faire un deck recyclage, en effet, vous avez plusieurs options, mais on va pas se mentir, Braline Chabraz ou Gavi, c'est quand même deux très très lourds candidats pour cette mécanique-là, tout simplement parce que ce sont de très bonnes cartes pour jouer le recyclage, et que ce sont des commandants en fait, qui sont faits pour ça. Ouais. Ce qui n'était pas le cas avant. Après, le seul commandant que je connais qui a un petit peu détourné... qui s'est un peu essayé au recyclage avant le pack Commander 2020 de Gavi, c'est Zur. Zur qui a les tutos, en fait, les payoff recyclage, qui sont tous des enchantements, qui coûtent 3. Et donc, du coup, en recyclant, on trigger les payoffs, et suscitant quelques manas, on commence à faire des triggers. Et c'était plutôt chouette. Et après ça, du coup, ils ont sorti un commandant recyclage dans d'autres couleurs. Donc, pour le coup, je trouve ça pas trop mal, dans le sens où demain, moi, je veux jouer recyclage. En fait, il y a ces deux commandants là ouverts. Si on commence à jouer les partenaires à côté, on peut considérer qu'il y en a 3. Moi, j'aime cette idée que... quitte à faire revivre une mécanique, l'idéal ça serait de pop des commandants avec des couleurs différentes en fait. J'aimerais bien que d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, il y ait un autre commandant recyclage qui sort dans d'autres couleurs, ou alors un autre commandant mu
dans d'autres couleurs. J'apprécierais beaucoup. C'est ce qui s'est passé du coup un petit peu avec certains commandants. J'ai pas d'exemple sous la main. Bah, pour Mais, Zur c'est et déjà Gavi, par arrivé. exemple. Bah, Zur et Gavi, Bah Zur et Gavi, effectivement, ouais, c'est- c'est. Oui, Il y a, mais- des cou- j'ai il y a pas un une color couleur- il y a swap. deux couleurs en commun, mais il y a quand même une couleur swap Mesure, qui fait Zur que- fait partie de ces commandants à très haut potentiel Bien sûr. qui ont été détournés à la manière de Korvold. Du coup, là, typiquement, je pense qu'on est vraiment dans ce qu'on appelle un build original. Ça fait Oui, bien sûr. un petit peu comme la 6 Shrine. Mais j'aimerais bien que Wizard décide de nourrir des archétypes qui sont oubliés, mais qui se contentent pas de les nourrir une fois et dire: ah, vous avez vu, vous êtes content, on vous avait fait on vous a fait un commandant mu, machin, voilà, vous êtes content, hop, maintenant lâchez-nous avec ce truc là, tu vois. Non, j'aimerais bien qu'ils continuent. Moi, j'aimerais bien quand ils veulent revive une mécanique, qu'ils fassent pas juste purement de la value sur la mécanique. Parce que par exemple, Kadina ou Gavi, bah, elles ont des effets assez similaires. C'est-à-dire que Kadina, elle dit que la première mue qu'on joue chaque tour coûte 0 et que chaque fois qu'on joue une mue, on pioche. Et Gavi, elle dit que la première mue qu'on joue chaque tour, que la première recyclage qu'on fait chaque tour, coûte 0. Et bon, la mécanique recyclage fait déjà piocher. Donc en plus, elle crée un token à côté. Donc globalement, techniquement, les deux, elles reviennent au même, puisqu'elles font que la capacité qui de base est pas forte, entre guillemets, coûte 0 la première fois de chaque tour, et qu'elles fassent de la value, soit en faisant un token, soit en drawant, suivant de laquelle on parle. Et j'ai l'impression que les deux sont vraiment, pas des copier-coller, mais assez peu inspirés à ce niveau-là. Et je trouve ça un peu dommage. Maintenant, c'est quand même tant mieux pour tous les gens qui voulaient build un commandant recyclage et qui n'avaient jamais trouvé de commandant intéressant parce qu'ils ne savaient pas que c'était possible sur Zur, ou juste ils avaient juste pas envie de monter Zur. Et du coup, c'est très cool pour eux. Maintenant, ce serait un peu sympa s'ils pouvaient sortir des designs un peu plus originaux. Mais je pense à Guillaume, par exemple, qui pousse l'archétype food. Alors oui, l'archétype food, il est clairement pas fort du tout. Déjà parce qu'il y a assez peu de food, puisqu'il me semble qu'à part dans Eldraine, il n'en a jamais eu de token food depuis. Ouais, effectivement. Et en plus de ça, après, il est dans des couleurs qui sont excellentes, puisque noir et vert, c'est de très très bonnes couleurs. Mais le fait est qu'en fait, il va créer des foods, mais il va pas juste faire des payoffs à food pour faire de la. Non, il va faire des effectivement. payoffs à food, Alors, mais il fait pas juste purement de la value, et je trouve que c'est plus original déjà. Et du coup, je préfère. pour Mais la c'est petite, purement personnel pour le coup. pour la petite blague, j'ai essayé de le build aujourd'hui. Je me suis confronté à un problème. Alors effectivement, il est chouette, il fait des foods, mais le premier souci auquel je me suis confronté, déjà c'est un commandant qui a beaucoup de restrictions, c'est-à-dire qu'il produit des foods seulement à la fin de ton tour, sur les triggers d'arrivée en jeu de tes créatures, et que tes créatures non token. Donc c'est plutôt restrictif, et ensuite je me suis rendu compte que dans ces couleurs, en noir et vert, il n'y a pas de soutien artefact en fait. Et du coup, tu vas gratter les fonds de tiroir pour essayer de faire quelque chose de tes foods. Alors bien évidemment, bon, t'as quand même le chat, le four qui existe, enfin, tu fais des petites choses, hein, mais t'essaies de faire un build performant, et au final tu te rends compte que t'es très très limité parce que c'est absolument pas soutenu en fait. Donc oui, c'est original, mais en fait, bon après c'est un petit peu Strixhaven qui essaie un peu de mindfuck la color pie, et du coup il y a peu de soutien pour ce qu'ils ont essayé de lancer, en tout cas il y a peu de soutien encore, peut-être que ça évoluera avec le temps, mais du coup en fait je me confronte à une complexité de build, c'est-à-dire que si demain je veux rendre ce deck performant, je vais devoir rentrer dans des archétypes qui sont déjà très soutenus, je pense aristocrate, et ça me dérange parce que c'est pas ce que je voulais faire avec le deck. En fait, le problème de ce commandant, c'est que oui, il est original, mais il est tellement limité que je peux pas en faire ce que je veux. Ça, je le comprends aussi. J'ai eu le même problème l'autre jour. J'avais essayé de build le commandant justement et j'ai arrêté assez vite parce que je me suis rendu compte que j'irais nulle part. Ou alors que je finirais juste par faire un Meren en moins bien, et à ce moment-là, autant jouer Meren en fait. C'est-à-dire que si je jouais Golgari Aristocrate, je vais juste build Meren et pas me poser la question Wizoni à la limite. Mais là, Guillaume, j'aimais beaucoup le principe. Déjà, le principe d'un démon cuisseau qui est juste gros, ça me faisait beaucoup rire. Mais le fait est que, en fait, oui, l'artwork me faisait aussi beaucoup marrer. Mais j'aimais beaucoup le design d'avoir un commandant food aussi. Mais le problème, c'est que food, c'est tellement mauvais comme archétype parce que les food, malheureusement, on peut rien en faire en commandeur en fait. Parce que il faut payer 2 ou 3 pour les sacrifier, donc déjà c'est aberrant. Il faut payer 2 ou 3 pour les sacrifier, et ça fait gagner 3 points de vie, donc ça fait strictement rien.
Parce qu'en Commander, les points de vie, le life gain, c'est pas pour rien que c'est une mécanique qui est très peu jouée. Ouais, C'est-à-dire que malheureusement, il y a tellement d'autres manières de gagner que le life gain, c'est faible. Le souci, encore une fois, c'est que c'est bien, tu fais des foods, mais en fait, tout ce qui marche bien avec le gain de vie, c'est en blanc. Tout ce qui est bien avec les artefacts, c'est plutôt en rouge et en bleu. Et pour le reste, c'est compliqué, quoi. Du coup, en fait, t'as les deux couleurs presque opposées à ce que fait le général. Oui. Et par exemple, moi, je sais que dans mes decks originaux aussi, j'avais construit, parce que quand je les avais vus sortir sur Commander Legends, je voulais build Ishtekik en Tribal Golem, qui est donc un commandant vert pour 5, qui est une 1-1. Je vous promets que c'est mieux que ce dont ça a l'air. Qui dit qu'il arrive avec un token golem 3-3 et que chaque fois qu'un artefact est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, pas forcément les miens, mais un artefact est mis dans un cimetière depuis le champ de bataille, je mets un marqueur +1/+1 sur Ishtekik et sur chaque golem que je contrôle. Donc j'avais très très envie de build le deck, donc je me suis dit quel autre partenaire je vais mettre. Et j'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait Armix, qui est un partenaire noir, qui a le type golem. Donc déjà rien que pour ça il me plaisait, c'est une créature légendaire artefact golem pour 3 dont un noir. Qui est 3-2, 2-3, 3-2 je crois, et qui me permet, lorsqu'il attaque, de me défausser d'une carte. Et si je le fais, la créature ciblée que le joueur défenseur contrôle prend -X, -X, où X est le nombre d'artefacts que je contrôle, plus le nombre d'artefacts dans mon cimetière. Et alors, tu t'es retrouvé comment niveau artefact dans ce build? Et en fait, j'ai joué tous les petits artefacts qui se sacrifient tout seuls, genre les spellbombs et toutes les conneries comme ça. Les spellbombs, les bobbles et toutes les petites saloperies qui se sacrifient. Et finalement, le deck est ultra fort. Et vraiment, ça met. Et en plus, dans les golems, il y a des grosses créatures. Je pense au colosse de Pestacier, par exemple, qui est un golem. Et en fait, j'ai fait un deck tribal golem vert-noir. Et je me suis carrément retrouvé pour nerfer le deck à cutter la saison de dédoublement et les vies parallèles. D'accord. Parce que le deck était juste trop fort. Mais du coup, pour ce que je voulais faire, j'entends. Là, typiquement, est-ce qu'on peut parler de build original? C'est-à-dire que, moi je pense que quand ils ont édité Commander Legend, il y en a un, il veut t'inciter avec les golems, et je pense qu'à côté, ils avaient l'idée de la mécanique noire removal, et ils en ont profité pour donner golem à l'autre, et ils ont bien vu que ça allait être joué ensemble. Ah non, mais bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que vert noir artefact, comme tu l'as dit avant, il n'y a quasiment pas de soutien. Oui, bien sûr. Bon, après, et donc, artefact et incolore, donc c'est facile à incruster. Comment dire, là, ce que je veux dire, c'est que là où, Grium produit des artefacts, toi tu en joues. Et en fait, ça crée là où, pour moi, dans mon build, c'est un problème. Dans le tien, dans ton tribal golem, ça en est pas. Bien sûr, mais en fait, le truc, c'est que j'ai quand même, pour faire l'archétype, parce que déjà, Tribal Golem, quand tu le dis comme ça, je pense qu'il y en a plus d'un qui a dû rire en entendant juste les mots Tribal et Golem à la suite. Et je peux entendre, parce que vraiment, c'est pas un archétype qui semble fort comme ça. Et en fait, même en build dans le deck, je me suis dit, mais je vais me faire ramasser la tronche pendant les parties, ça va être ridicule. Et finalement, non, c'est moi qui ai ramassé la gueule de tout le monde, parce que les commandants sont très très bons, bien meilleurs que ceux dont ils ont l'air. Et surtout qu'il y a des cartes qu'on connaît pas et qui en vrai sont pas si mauvaises que ça. Je veux dire, ne serait-ce que la Nihil Spellbomb, qui techniquement est une carte qui a très 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 mal vieilli parce qu'il y a beaucoup mieux qui est sorti depuis. Mais moi, la Nihil Spellbomb dans ce deck, c'est très très fort parce que non seulement elle me permet d'exiler un graveyard et de piocher une carte, mais en plus elle renforce mes archétypes parce qu'elle va donner un marqueur +1/+1 à tout mon board. Plus elle va donner un -1/-1 de plus sur la cible quand un adversaire bloque. Mais je suis d'accord avec toi. Je trouve particulièrement cette carte sous-cotée en plus. Et après, c'est-à-dire que quand tu as des effets comme Lanterne Guidam ou Relique de Progenitus, tu as peut-être moins envie de jouer la Spellbomb, je peux l'entendre. Mais le fait est que voilà, le deck est vraiment super bon. Et comme j'ai dit, j'avais mis une saison de dédoublement et une vie parallèle presque par réflexe au début parce que la plupart des golems sont des tokens générés par l'ETB d'autres créatures. Je pense au Maul Splicer qui en gros coûte 7 pour une 2-2 qui arrive avec 2 golems et qui dit que tous les golems ont le piétinement. Déjà c'est extrêmement fort, même si ça coûte 7, techniquement on est en vert, je joue Tlimog dans le deck donc j'ai pas de problème. Et oui, j'avais mis les doubleurs de tokens et je me suis rendu compte qu'en fait le deck faisait n'importe quoi. Et ça en était un stade où en plus j'étais même pas tellement sensible à Vras que ça parce que je jouais intervention héroïque et que j'avais des cartes pour récupérer mes sorts, etc. Enfin, le deck fonctionnait tout seul et il s'auto-alimentait et en fait le truc c'est que Ishtekik et Armix s'auto-alimentent l'un l'autre.
Mhm. Donc en fait, c'est juste la boucle est tellement difficile à interrompre que le meilleur moyen de le faire, c'est juste soit de me tuer avant que je joue mes commandants, soit de les tuer à la vue en fait. D'accord. Et le problème, c'est que quand tu es à 4 joueurs, même si tu as 3 adversaires, à partir du moment où tu n'es pas à l'arc ennemi, bah, ils n'auront pas envie de gérer tes commandants à vue en fait. Sauf s'il y en a un qui a un deck qui est centré sur cet objectif-là. Mais je veux dire, la plupart du temps, moi, les parties, ça m'est déjà arrivé d'empêcher complètement un adversaire de jouer parce que chaque fois qu'il rejouait son commandant pour 2 de plus le tour d'après, bah, avec Armix, je le regérais. Ouais, bah oui. Et il pouvait juste pas répondre parce que bah, c'était un trigger et que pour contrecarrer un trigger, et personne ne joue Stifle en commandeur ou presque. Donc, bah, en fait, le problème, c'est que ouais, il pouvait juste rien faire. Oui. Et je me suis retrouvé à faire un build original, entre guillemets, c'est-à-dire à virer tous les enchantements de mon deck, à la fois pour le flavor, encore une fois, parce qu'il fallait que je fasse des cuts, mais surtout pour nerfer mon deck. Parce que oui, un des avantages de build original, c'est que si on a un deck qui est très au-dessus de son groupe de jeu, mais qu'on a quand même envie de jouer le deck, bah se mettre des contraintes de build, ça peut réduire la puissance pour que ça rende le deck acceptable. C'est ce que tu avais fait avec ton Corvold sacrifice de token, là, dont tu avais parlé tout à l'heure. Et moi, c'est aussi ce que j'ai fait dans un second temps, parce que je me suis rendu compte que le deck était juste trop fort. Et que de ce fait, j'ai juste enlevé les désenchantements parce que ça permettait de nerfer le deck. Tout en faisant un côté flavor, je joue que des artefacts, donc pourquoi jouer des enchantements? D'accord. Je vous propose de faire une petite aparté C21 et Strixhaven en manière générale. Qu'est-ce que vous pensez des créatures légendaires et de cette torsion de la couleur paille? Est-ce que pour vous, c'est vraiment un critère d'originalité? Est-ce que ces commandants-là qui reprennent les mécaniques de Strixhaven, c'est pour vous des choses originales ou pas? Alors pour moi, ça dépendra de s'ils continuent dans cette lancée ou pas. C'est-à-dire que si à partir de maintenant, les cartes en blanc-rouge seront toujours des cartes comme Force Sapiens et plus comme Boros, pour moi, c'est pas original. Si c'est juste un set maintenant et qu'ensuite ils reviennent à ce qu'ils faisaient avant ou qu'ils repartent sur autre chose complètement, ce sera complètement original. Mais pour moi, je préférerais que ça aille toujours dans cette direction parce que j'aime beaucoup la plupart des cartes de Strixhaven, notamment les cartes dans les Force Sapiens, les Prismari et les Flestre-Fleur m'ont beaucoup plu. Donc, pour ceux qui ne voient pas, c'est anciennement Boros, anciennement Izzet et anciennement Golgari, qui sont des couleurs que globalement j'apprécie, hein, évidemment, mais il n'y a pas que ça qui joue. C'est-à-dire que vraiment, j'aime beaucoup le twist qu'ils ont fait, même si, encore une fois, je considère que les Prismari n'ont pas tellement été twistés que ça. Mais après, là, par exemple, dans Commander en 2021, il y a eu des commandants très, 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 très bons et d'autres qui sont vraiment beaucoup plus... Je vais prendre le préconstruit Force Sapiens pour l'exemple. Osgir, qui est le commandant de phase principale, est juste une carte qui fait de la value sur des artefacts. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, les artefacts, ça s'intègre dans tout. Donc ça veut dire que tu as toute l'histoire de Magic des artefacts complètement cons que tu peux mettre dans le deck et faire de la value avec. Mais à côté, tu as Alibou. Bon, déjà, mis à part le fait qu'il a le meilleur nom, c'est un truc qui est synergie sur les créatures artefacts, spécifiquement. Ce qui est déjà beaucoup plus original que juste des artefacts. Et en plus, il va être beaucoup plus justement étroit, c'est-à-dire qu'il va permettre moins de choses, mais il va le faire très bien. Et du coup, il y a de tout en fait, et c'est ça que j'aime bien. Et toi, Thierry, qu'est-ce que t'en as pensé de cette édition? Personnellement, Strixhaven et C21, je suis un peu partagé. D'un côté, je suis très heureux qu'il y ait ce shift de color pie, parce que je trouve qu'il est bien fait. Tout simplement, malheureusement, je ne sais pas jusqu'où est allé votre débat sur ce sujet dans le précédent podcast, mais je sais que de mon point de vue, la façon dont ça a été fait à Strixhaven et à Commander 21, c'est quelque chose de beaucoup plus subtil que de simplement donner l'archétype à une autre couleur. Artefact qui est passé de Izzet à Boros, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Déjà parce que Boros c'est une couleur à laquelle il manquait énormément de choses. Et en plus, parce que c'est pas simplement donner l'artefact à Boros, c'est pas juste dire ah bah maintenant c'est plus le bleu qui pioche sur l'artefact, c'est le blanc. Ça, c'est une façon de le faire qui a été bien différente, tout simplement avec le gameplay récursion qui venait du rouge, avec l'ajout des pièces, comme tu disais avec le shield ou d'autres cartes comme ça qui marchent bien autour des artefacts et du cimetière.
Et c'est quelque chose de très surprenant de voir du gameplay cimetière et du gameplay artefact en blanc, mais le fait que ça soit accompagné du rouge et vu le nombre de cartes dans le reste de Magic qui marche déjà très bien avec tout ce qui va être les équipements ou le sacrifice d'artefacts, en rouge surtout, c'est super intéressant de le voir adapté ici avec leur hold. Et je trouve que c'est bien que ça ait été implémenté de cette façon. Pareil pour Witherbloom, l'ajout du lien de vie, enfin du gain de vie et de toute la mécanique qu'on retrouve d'habitude en blanc, en vert et en noir, c'est quelque chose de cool aussi. Je trouve que c'est des ajouts qui sont intéressants, tout simplement parce que ça permet à des gameplays de s'exprimer de manière différente en fait, principalement. Simplement, là, le gameplay token avec les liens de vie qui vient de Witherbloom, c'est très intéressant, surtout couplé avec la mécanique de Magecraft qui est répandue dans tout le set. Avec le trio comme ça qui vient en Golgari, c'est super intéressant par rapport à ce qu'on avait déjà avec tout ce qui touchait au point de vie en mono noir, mais qui était souvent hors off et qui du coup était difficile à utiliser dans d'autres bicolorités. Là, c'est utilisable en Golgari parce que ça a été implémenté de cette manière-là aussi. Je trouve que c'est un peu le point sur l'extension. Ouais. Moi, je trouve qu'ils ont été un petit peu timides. C'est-à-dire que même si ces mécaniques-là elles sont pertinentes, les cartes qui jouent avec sont plutôt weak, dans le sens où ça fera absolument pas de dinguerie et on peut pas se piocher dans ce qui a déjà été fait dans Magic jusque-là pour renforcer ça. Tout simplement parce que ça n'existe pas nécessairement dans ces couleurs en fait. C'est-à-dire que les principaux payoffs qui ont été édités sur par exemple le trigger de PV, hormis le blanc, au final ils sont édités dans cette édition quoi. Et du coup ça fait des decks originaux dans le sens où on commence à faire des choses qui se font pas dans les couleurs. Par contre, on va se contenter à cette édition-là et on va gratter quelques cartes à côté, quoi. Ouais. Alors moi, je suis beaucoup plus enthousiaste que toi à ce sujet parce que j'aime beaucoup le fait qu'ils aient tweak la color pie mais sans la casser. C'est-à-dire que il y a aucune carte où vraiment, quand on la voit, on se dit non, cette couleur, elle fait pas ça. Ou alors s'il y en a une, je l'ai pas vue. Mais je veux dire, s'il y en a très peu. Et globalement, la color pie, elle est un peu respectée, mais elle est tordue sans être brisée, quoi. Et je trouve ça très intéressant la façon dont ils l'ont fait. Et j'espère qu'ils continueront sur cette lancée parce que justement, tu disais qu'il n'y avait pas assez de payoff. Mais c'est nouveau, c'est pas étonnant. C'est-à-dire que quand il y aura plus de cartes dans cette eau-là, s'ils continuent dans cette direction, on finira par avoir d'autres payoffs. Et moi, d'ailleurs, je suis content qu'il y ait des payoffs à gain de vie parce que jusque-là, il n'y en avait aucun. Enfin, il y avait le souverain Félidar, mais globalement, je veux dire, il y a 3 cartes qui font des vrais payoffs à gain de vie. Elles sont en blanc. Et là, le fait que, vu qu'ils sont partis en couleur Golgari pour faire la même chose, qu'il y ait du payoff à lien de vie qui, honnêtement, sans être game breaker ou quoi, est intéressant et donne envie d'essayer au moins. En tout cas, moi, m'a donné envie d'essayer. Je pense à Willow Dusk, la face commander du préco Witherbloom, qui, je suis persuadé que sur une liste ad nose, elle peut faire n'importe quoi en CEDH, par exemple, aussi. Mais ou même à des niveaux plus gentils, on peut très bien faire un Witherbloom gain de vie et essayer de faire des choses. Et en fait, le fait qu'il y ait des payoffs dans des couleurs qui jusqu'avant ne le faisaient pas, ça permet de légitimer le fait que maintenant elles le font. Et c'est-à-dire que ça peut donner envie à des gens d'essayer et éventuellement d'aimer. Alors évidemment, après, la mécanique gain de vie, ça peut ne pas plaire à certains joueurs, et ça, je le respecte tout à fait. C'est-à-dire que chacun a son propre type de gameplay. Moi, je sais que par exemple, le gameplay gain de vie et le gameplay token particulièrement sont des gameplays qui me plaisent globalement très peu. C'est-à-dire que c'est pour ça que ça m'a assez surpris d'être aussi animé par le deck Golem, parce que je pensais que vu que c'est un deck token au moins un peu, je me suis dit je vais vraiment pas aimer, et finalement j'adore le deck et je le trouve super sympa à jouer. Et ça permet de tester des choses qu'on n'aurait peut-être pas testées si c'était resté dans les couleurs de base. Et le fait de voir ça, c'est très cool, je trouve. En gros, le Strixhaven, je trouve que c'est un peu un color swap qui me fait beaucoup plus penser à une vision d'avenir moderne qu'à un Planar Chaos, tu vois. Dans le sens où c'est pas juste, c'est pour un peu comment dire, conclure sur ce truc-là. C'est pas, on a pris les mécaniques et puis paf, on les a envoyés d'une couleur sur la gauche. C'est plutôt
On a essayé de voir qu'est-ce qu'on pourrait faire de plus pour développer ce point de jeu dans telle couleur, parce que on aimerait bien que ça y soit, parce que en vrai, ça y est un peu actuellement, mais pas beaucoup, et pas assez. Et c'est un peu le point avec tous les trucs qu'on voit, c'est-à-dire que, bon, à part le Simic qui récupère encore du XP alors qu'il l'a eu plein de fois et que ça m'énerve, mais par exemple, le fait qu'il y ait du gain de vie en Golgari, bah, c'est quelque chose qui était un tout petit peu présent. Et là, oui, Strixhaven a apporté quelque chose en plus dedans qui pourra être développé plus tard et qui en tout cas permet d'ajouter des cartes d'étoffer un peu ce côté gain de vie qu'avait le noir et le vert parce qu'à un moment ils l'ont chopé à cause d'Orzhov, à cause de Selesnya aussi. Ils l'ont récupéré de cette façon-là et du coup ça restait un plan de jeu très très faible dans ses couleurs, et l'ajout de Witherbloom permet de le booster et de le rendre viable. Pareil avec le Boros, et pareil avec le Izzet aussi. Et d'ailleurs, ça me fait aussi penser que l'ajout de Witherbloom gain de vie pourrait permettre de faire naître des listes Abzan gain de vie peut-être dans le futur. Alors, j'ai pas de commandant qui me vient à l'idée là tout de suite, à part des commandants super forts comme Gavé, justement, pour repartir sur le début du sujet, mais sans boucler complètement. Mais le fait qu'il y ait maintenant du soutien en Golgari gain de vie, alors qu'il y avait déjà du Orzhov gain de vie et un tout petit peu de Selesnya gain de vie, ça peut faire une liste Abzan gain de vie qui peut être assez sympa. Et j'ai hâte de voir ce que les builders les plus intrépides nous proposeront dans le futur. Dans le même sens, le Jeskai Artefact, maintenant, est très très bon en fait avec leur hold. Oui. Parce avant l'artefact était très mono-blue parce que justement le bleu était très fort, était très bon en artefact. Le rouge était simplement bon en artefact. Le blanc avait quelques trucs en artefact. Le noir et le vert n'ont jamais touché à ces trucs-là. Et là, le fait que le blanc et le rouge, entre guillemets, s'allient pour rendre l'artefact très très bon dans leur couleur, ça rend le Jeskai très bon en artefact, puisque tu n'as plus vraiment de raison de te dire non mais le bleu et le blanc et le rouge je préfère m'en passer pour faire mon deck parce que ça sera plus stable, parce que parce que le bleu a suffisamment ce qu'il lui faut, et ainsi de suite. D'accord. Moi aussi j'espère globalement que ces changements-là ils vont être soutenus de façon à ce que on puisse continuer à build des combinaisons de couleurs un peu plus exotiques. J'espère même qu'ils vont faire la même chose pour les couleurs alliées. Du coup, toi, Burt, tu nous as parlé de ton deck Tribal Golem. Et toi, Tira, est-ce que tu as un petit deck original à nous proposer ? Moi, comme deck qui est basé sur une mécanique qui est très peu fréquente, j'ai un deck Roshin, donc un deck X-Spell, que je joue depuis un peu plus de 2 ans maintenant, et que j'améliore au fil du temps. Qui est un deck qui se base du coup sur Roshin, c'est une créature qui coûte 4, qui est en grul, qui coûte vert et rouge, et qui permet de faire 4 mana qui ne sont utilisables que pour les sorts qui ont un X dans leur coup. Et le principe du deck, du coup, c'est d'utiliser un maximum la capacité de Roshin pour accélérer le plan de jeu et atteindre des quantités de mana suffisantes pour abuser des sorts à X. Ça peut paraître assez simple au début, et c'est quelque chose qui, de fait, n'est pas commun, tout simplement parce que c'est une mécanique qui vraisemblablement n'est pas très poussée par le jeu et qui n'est pas forte en fait, a priori. Sauf que actuellement, le deck, moi, je le joue en 7 sur une échelle de 1 à 10. C'est un peu un deck étalon, moi, pour mes évaluations de deck quand je dois juger du niveau d'un pack. C'est vraiment ma valeur un peu centrale. Tout simplement parce que c'est un deck qui, en réalité, depuis 3 ans, je crois que j'ai rentré, à chaque édition, à chaque extension du jeu, je crois qu'il y a au moins une carte, voire 2, voire 3 des fois, qui rentre dans le deck. Bien sûr, Eldraine est l'une des extensions qui m'a apporté le plus de cartes. Et en vérité, c'est typiquement le genre de plan de jeu original, donc qui se base sur une mécanique qui est pas jouée, mais qui va recevoir plein de cartes de la part des extensions, parce que il utilise énormément de pièces qui sont juste bonnes. C'est-à-dire que dans le deck, je vais rentrer plein d'artefacts de rampe, je vais rentrer des Sylvan Library, je vais rentrer comme carte. Je vais rentrer Selvala ou ce genre de choses qui sont tout simplement de bonnes cartes, mais qui sont abusables dans le deck et qui vont alimenter le plan de jeu pour avoir des quantités de mana suffisantes.
Pour donner un ordre d'idée, l'une des pièces principales du deck, ça va être un X-Bloom Ancient. Donc c'est ancien des fleurs d'Onyx, je crois. Ouais. Qui triple le mana de tous les permanents qu'on engage, Roshin compris. Donc 4x3, 12, sympa. Et avec ce genre de choses, on va snowball sur la quantité de mana qu'on génère. En règle générale, avec le deck comme il est maintenant, je fais environ 30 mana au tour 4. Ouf. Et ça, c'est sans rentrer d'artefacts de face mana. D'accord, donc sans mana crypt et sans Sol Ring. Sans mana crypt, sans mox, sans monolith. D'accord, ok. Sans mana vault, sans tous les trucs qui permettent de faire plus d'un mana par tour. Le seul artefact rapide que j'ai en termes de mana, c'est Sol Ring. D'accord. Et c'est le genre de truc qui, si je joue le deck en une table de 7 plutôt faible, je vais peut-être réfléchir à le sortir du deck pour affronter ce genre de choses, parce que ça fait des sorties qui sont très explosives. Ok, alors moi je vais parler d'un de mes petits decks exotiques et après je te laisserai en représenter un, Burt, si tu veux. Moi c'est un deck Sakashima Tormod avec Gyruda en compagnon. Donc un deck qui comporte une petite quinzaine de clones. Donc du coup avec la restriction compagnon où je dois avoir que des cartes avec un coût converti de mana pair. Et l'originalité de ce deck, c'est que en fait c'est un tribal Gyruda. C'est-à-dire que je vais souhaiter copier Gyruda avec Sakashima, et mes copies vont arriver comme d'autres copies de Gyruda. Du coup je vais taper à coups de tentacule, et j'ai fait en sorte que les grosses créatures de mon deck à réanimer, ça soit seulement, et en grosse majorité, des kraken, des léviathans ou des octopus. Du coup voilà, j'ai un tribal paella qui essaye de faire plein de Gyruda différents, et c'est un deck avec lequel je m'amuse beaucoup parce que je l'avais buildé justement dans l'état d'esprit de faire un deck plutôt 6, et du coup j'en suis ravi. Et du coup toi Burt, un autre deck à nous proposer ? Ouais, donc moi j'ai un autre deck que j'aime beaucoup, qui est centré sur Vela du Voile de Nuit, qui en fait est une 4/4 pour 6, dont un bleu et un noir, qui a l'intimidation, qui a la capacité de donner l'intimidation à mes autres créatures, mais qui est surtout joué pour son troisième effet, qui dit que chaque fois qu'elle ou une autre créature que je contrôle quitte le champ de bataille, chaque adversaire perd un point de vie. Donc la plupart du temps, quand elle est jouée, c'est autour de cette capacité-là. Mais moi, je me suis dit, non, intimidation, c'est rigolo. Et du coup, j'ai fait un deck centré sur des créatures artefacts. D'accord. Et en fait, vu qu'elles ont l'intimidation, elles sont imbloquables, sauf par d'autres créatures artefacts. Et généralement, à moins que le commandant soit lui-même un artefact, ou les simulacres solennels, il y a assez peu de créatures artefacts qui sont jouées dans le format. D'accord. Donc ça veut dire que la plupart de mes créatures sont globalement imbloquables. Mm-hmm. Et je me suis imposé donc deux restrictions quand j'ai build le deck. Premièrement, aucune de mes créatures sera non artefact. D'accord. À part le commandant, du coup. Et deuxièmement, aucun de mes Planeswalkers sera non Tezzeret. Genre tous mes Planeswalkers sont des Tezzeret. Ok. Bah, alors... Sachant que je suis en couleur bleu-noir. Et honnêtement, le deck, alors il est centré sur donc mes créatures qui attaquent et qui sont pas bloquées. Mais il y a aussi une carte qui combo entre guillemets avec le commandant qui s'appelle le Rite de Réplication. Qui est un rituel pour 2 et 2 bleus qui crée une copie de la créature ciblée, mais qui a un coût de kick de 5 de plus. Et si je paye le coût de kick, elle crée 5 copies au lieu d'une. Ouais. Donc ce que je fais, c'est qu'en fait, je lance le Rite de Réplication pour 9 sur Vela. Mm-hmm. Je vais créer 5 copies de Vela qui vont toutes mourir sur la règle des légendes. Ouais. Et du coup, elles vont se trigger entre elles sur la troisième capacité de Vela et donc mettre 30 blessures à chaque adversaire. Oui. Ah ouais, ok. Bah effectivement, c'est une belle combo. Ça termine la partie généralement de manière assez peu attendue. Surtout quand vu que je joue beaucoup d'artefacts, bah, j'ai mis un petit peu de fast mana. C'est-à-dire que je dois avoir Sol Ring, je dois avoir Volt et Crypt qui traînent. J'ai pas mis Lotus. Parce que quand j'ai fait le deck, il n'était pas sorti, qu'entre temps je l'ai pas remodifié. Mais ouais, le deck est vraiment sympa parce que bah, mes créatures, en fait, ça permet de jouer des cartes qui sont normalement pas plus jouées que ça. Et en fait, de donner de la valeur à des cartes qui de base en ont pas ou peu. Et c'est quelque chose que j'aime beaucoup avec le Commander, justement, et c'est aussi pour ça que je build original, entre guillemets, c'est que ça permet de voir des cartes qu'on ne voit normalement pas parce que bah, elles sont pas bonnes,
voire de donner de la valeur carrément et de rendre fortes des cartes qui normalement ne le sont pas. Ça, c'est ce que j'appelle faire des techs la plupart du temps dans mes decks. C'est-à-dire que quand il y a une carte qui de base est mauvaise, mais que dans un deck spécifique elle est bonne, bah, je vais tout de suite essayer de la jouer si je peux. Même s'il y aura d'autres cartes mieux, si je peux jouer une carte tech, je vais la mettre. Et du coup, quand je fais un build original, c'est un peu comme si je faisais un deck tech, entre guillemets, sans utiliser le terme deck tech parce que c'est pas ce que je veux dire. Mais en fait, ça permet d'avoir de jouer des cartes qui sont normalement pas jouées et qui, en fait, via le commandant ou via certaines choses que j'ai fait dans mon build, deviennent bonnes, en fait. Ouais, je vois ce que tu veux dire. C'est super sympa, je trouve que c'est super... J'ai pas le mot, merde. Original, atypique. Voilà, je trouve que c'est super valorisant pour soi de pouvoir jouer un deck et de se dire que c'est le sien. Et aussi, honnêtement, je me rappellerai toute ma vie du jour où j'ai joué pour la première fois contre un Morophon qui avait un Tribal Lord. Parce que j'ai aussi monté le deck entre temps, mais techniquement, c'est pas ma liste au départ. Et enfin, je l'ai refait une liste à partir de rien, mais disons que c'est un deck que j'avais déjà vu. Et quand je vois des decks comme ça me laisse toujours plus de souvenirs que la 17e partie de la semaine où je joue contre un Golos, si tu veux. C'est-à-dire que quand je joue contre un deck qui est original, j'ai le souvenir d'avoir vu ce deck et d'avoir découvert la chose. Et c'est quelque chose que je trouve super sympa. Et donc, bah, vu que moi j'aime beaucoup ressentir ça, j'essaye via mes builds de le faire ressentir aux autres le plus que je peux. Yes, ok. Bon, on va arriver du coup bientôt en fin d'émission. Comme le veut la tradition, je vais vous demander à chacun si vous avez une œuvre culturelle à partager aux auditeurs. Ouais, alors moi j'en ai une. Alors, je pense que à peu près tout le monde connaît les sœurs Wachowski, puisque bah, il paraît qu'elles ont fait une trilogie de films qui est plutôt très très connue. Matrix, pour ceux qui ne verraient pas. Elles ont fait un film qui est sorti fin 2012, début 2013, qui s'appelle Cloud Atlas. Cloud Atlas. Qui est absolument pas connu et qui est un chef-d'œuvre. Il est incroyable. Il y a 25 millions de niveaux de lecture dans ce film, c'est impressionnant. Je considère que c'est bien meilleur que Matrix. J'aime beaucoup Matrix, hein, mais je préfère Cloud Atlas. C'est très différent quand même. C'est un de mes films préférés et franchement, j'encourage de le regarder. Aussi, j'encourage de le re-regarder. Parce que le premier visionnage, on ne comprend clairement pas tout, et effectivement, le premier visionnage peut être un peu tendu. Et je vous conseille même de le re-regarder. C'est avec Tom Hanks, il me semble, non ? Oui, il y a Tom Hanks, Halle Berry, entre autres. Il y a Tom Hanks, Halle Berry et Hugh Grant, entre autres. D'accord. Ok. Et toi, Tira, du coup ? Moi, je vais pas vous parler d'un film. Je vais plutôt envie de vous parler de groupes que j'écoute et qui sont pas très connus. Un duo, premièrement, Anima. Je pense que ça parlera à personne. Effectivement, ça ne parle pas. Anima, A-N-I-M-A, en majuscule, avec un point d'exclamation. C'est un groupe qui fait... je sais pas comment décrire ce truc. C'est très sympa, c'est chill, et je trouve ça sympa. Ça fait longtemps que je connais, mais que c'est pas connu, donc j'en parle. Et sinon, si vous préférez le rock, We Are The Empty, c'est très sympa, et je vous laisserai découvrir ce que c'est. Ok, d'accord. Bah écoutez, moi exceptionnellement, ça va être le premier épisode où je vais pas partager grand chose, étant donné que je suis en pleine lecture, j'ai pas fini, du coup je vous donnerai pas mon avis. Ouais, excuse-moi Nox, est-ce que tu me permets juste de faire un peu de pub et d'autopromo pour mon asso ? Ouais, bien sûr. Alors donc je suis secrétaire des Arpenteurs de Strasbourg, bon officiellement consul législatif. On est une asso qui faisons plein d'événements autour de Magic évidemment, donc du Commander mais pas que. On aime beaucoup le moderne, évidemment toujours avec un esprit casual, mais en même temps semi-compétitif. Bref, venez, c'est super sympa. Je demanderai à Nox de mettre le lien du Discord et n'hésitez pas à venir nombreux. Bah écoute, effectivement, le lien sera du coup dans la description quelque part. J'ai d'ailleurs participé à l'un de vos événements en commandeur sur internet, c'était vraiment super sympa. Et ben merci d'avoir écouté cet épisode et merci à vous les gars d'être venus. Et merci. Merci d'avoir invité, et merci de rien pour la participation. Puis, toujours un plaisir. Super. N'hésitez pas à suivre l'émission et à liker la page du podcast sur Facebook si vous souhaitez intervenir et présenter un sujet qui vous tient à cœur. Et je vous rappelle, l'un d'entre vous sera tiré au sort pour se voir ouvrir une version foil altérée numériquement de votre commandant préféré. Merci encore pour votre écoute, je vous souhaite plein de bons top decks et pas trop de manades. C'était le Pince Crâne, salut. Au revoir à tous. Et à plus.